Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le live politique du dimanche soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 20h. Notre invité ce soir est une figure de la politique française. Jean-Marie Le Pen est avec nous pendant une heure. Nous l'accueillons avec Christophe Jacubizine et Cécile de Ménibus. Et puis après 19h15, un grand débat avec nos spécialistes sur cette saga familiale, ce changement de nom au sein du parti et le retour en embuscade de Marion Maréchal. On commence avec l'édito de Jacu. Jean-Marie Le Pen, c'est vrai que vous avez traversé et marqué l'histoire de France depuis 62 ans, vous me rappeliez en coulisses. Souvent, parfois j'ai envie de dire à la manière d'un Forrest Gump, vous avez été le spectateur des grands événements de l'histoire de France, parfois l'acteur, mais vous êtes rentré dans la résistance pour venger votre père, mais vous avez préféré épargner un soldat allemand et vous avez aujourd'hui plus d'admiration pour Pétain que pour De Gaulle. Vous étiez à Dien Bien Phu juste après sa chute. Vous avez accouru au putsch des généraux à Alger, mais vous avez dû rebrousser chemin à l'aéroport. Vous avez été finaliste de la présidentielle, mais vous avez semblé à l'époque avoir fait un refus d'obstacles. Alors depuis les années 80, vous et votre parti êtes devenus incontournables de la vie politique française. Au départ, vous avez été un peu le monsieur Pignon de François Mitterrand qui vous a utilisé pour diviser et affaiblir la droite française. Mais la créature a échappé à son créateur, si je puis dire, jusqu'à se hisser au niveau du second tour de la présidentielle en 2002. Et puis vous avez fondé depuis, et peut-être malgré vous, une dynastie politique avec votre fille Marine et votre petite-fille Marion. Certes, la première vient d'effacer le nom de votre parti et la seconde, votre nom, mais votre descendance idéologique et politique semble néanmoins assurée, ou pas. Vous allez nous le dire pendant une heure, ensemble. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le live politique. Alors vous avez entendu Christophe Jacubizine à l'instant. Votre descendance idéologique ou politique semble assurée ou pas? Elle est assurée, cette descendance politique? Je pense que oui, parce que ce sont les idées qui comptent. Or, mes idées, je crois, étaient en avance sur leur temps, et elles correspondent aux réalités d'aujourd'hui. Et je dois vous dire que c'est avec assez de pessimisme que je vois la situation, en particulier celle qui découle de la révolution démographique et qui se traduit par une déferlante migratoire mondiale. Ce que vous appelez le grand remplacement, souvent. Oui, entre autres, mais ça touche pas seulement la France, le continent que j'appelle boréal, qui va de Gibraltar à Vladivostok, tout entier. Le reste du monde explose littéralement sur le plan démographique. Alors on va en parler, on va rester sur votre famille. Est-ce que vous êtes quand même, on sait les conflits qu'il y a pu avoir avec votre fille, est-ce que vous êtes quand même fier de votre descendance, Jean-Marie Le Pen? Je suis bien obligé de l'accepter telle qu'elle est. Elle ne m'a pas déshonoré jusqu'à présent, mais je suis souvent en désaccord avec les lignes politiques ou les déclarations qui sont faites. Mais j'ai passé le levier de commande en 2011. Par conséquent, je ne suis plus responsable. J'ai été responsable pendant 42 ans, je crois, ou 40 ans, 39 ans, je ne sais plus, du Front National, dont on me dit toujours d'ailleurs que je suis le cofondateur. Je ne comprends pas pourquoi on ne le dit jamais de personne. On est toujours cofondateur, puisqu'il faut 3 personnes pour déclarer à une association de 1901. Non, je connais. S'il y en a un autre, qu'on me le dise. Mais est-ce que vous comprenez quand même, est-ce que vous acceptez surtout qu'elle puisse s'affranchir, Marine Le Pen par exemple, d'une partie de votre héritage politique? Mais elle est tout à fait libre de faire ce qu'elle veut. Je crois que ce qui est important, c'est que ça corresponde aux vœux du peuple français et surtout aux intérêts du peuple français, car les intérêts du peuple français ne sont pas toujours conformes à ses vœux. Et on préfère les solutions faciles, alors que très souvent, le danger est très grand. Quand vous voyez Marine Le Pen, Marion Maréchal, est-ce que vous vous dites une des deux sera un jour présidente de la République? Je me dis, si ça n'est ni l'une ni l'autre, ça sera peut-être Olympe, mon arrière-petite-fille. Donc la relève est assurée après. Mais entre les deux, la fille de Marion. La fille de Marion. Est-ce que vous pensez quand même que l'une des deux sera présidente dans votre corps intérieur? Je ne sais pas. Je dois te dire, ça m'est relativement indifférent. Ce qui compte, ce sont les événements qui nous guettent et qui sont, je crois, d'un extrême danger.
et me suis acharné à essayer de démontrer ça à mes compatriotes, ça n'est pas toujours très agréable, parce que toute vérité, dit-on, est bonne à dire et n'est pas toujours agréable à entendre. Est-ce que vous souhaiteriez malgré tout que l'une d'entre elles, ou en tout cas quelqu'un du Rassemblement national désormais, accède à la fonction suprême un jour? Rassemblement national, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un nouveau-né politique que je regarde avec intérêt. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Alors, regardez Jean-Marie Le Pen, ce que pensent justement des militants que nous avons interrogés de ce nouveau nom, le Rassemblement national. Et vous allez voir, pour eux, finalement, c'est pas si grave. On les écoute. Il y a toujours le mot national, donc ça ne choque pas les vieux de la vieille, si j'ose dire. Et rassemblement, c'est aussi un objectif, et je pense aussi que ça sera notre avenir. Nous, militants, on y tient. À partir du moment où l'objectif c'est de rassembler, rassemblement me paraît une bonne idée, dans la mesure où on avait déjà testé le mot, puisqu'on avait le rassemblement bleu marine. Rassemblement, on rassemble toutes les personnes qui aiment la France. Voilà, toutes les personnes qui veulent se battre pour leur pays. Donc rassemblement, c'est un très bon nom. C'est le mot nation qui l'emportera. C'est très grave d'avoir changé le nom de ce parti. Oui, à mon avis, c'est un très grave. communiqué. Vous savez, Rassemblement national, c'est un nom que j'ai utilisé aux élections législatives 86. de 86. Ouais. Alors, c'est vous dire que on ne fait pas, là, en quelque sorte, une œuvre nouvelle. Bon. Oui, c'est grave, parce qu'il faut des années et des années pour mettre sur orbite une marque, quelle qu'elle soit. On n'imagine pas aujourd'hui, par exemple, Martel, le cognac, décider de changer en cognac Bitru. Non, bien sûr que non, parce que le cognac Martel a mis 100 ans à s'installer dans les esprits. C'était le cas du Front National, avec un mérite particulier, c'est qu'il n'était contre vents et marées, contre l'ensemble des forces politiques et médiatiques, financières ou autres. Et par conséquent, cet énorme travail a été bradé. Je le regrette infiniment. Mais manifestement, cette marque était devenue un handicap pour accéder notamment à la présidence de la République. Non, c'est ce que disent nos adversaires. Ça n'a pas été un handicap, puisque Marine Le Pen a encore fait près de 10 millions de voix sous ces couleurs-là. Non, je ne crois pas du tout ça. Je crois que dans le Front National, dans le nom d'un parti politique, il y a beaucoup plus qu'une enseigne. Il y a une âme. Et c'est cela qui me paraît être grave dans cet abandon. C'est qu'on a fait ça légèrement, d'une façon un peu technologique. Voilà, ça n'est pas très bon, on a sondé. Non, je crois que c'est très important, parce que ça, c'est la somme de luttes, de militants, très souvent peu fortunés, qui ont beaucoup travaillé, souffert, peiné, certains sont morts même. Et je crois qu'on n'a pas le droit de mépriser ces choses-là. Je dirais, c'est qu'il en veut changer le nom de France, par exemple. Mais vous savez aussi, Jean-Marie Le Pen, que dans ce que Marine Le Pen elle-même a appelé la dédiabolisation du Front National, il y avait la volonté justement de couper certaines racines du Front National, des groupes à l'origine qui ont été vos camarades au départ de lutte politique, mais qui étaient peu fréquentables parce que ça avait été soit d'anciens collaborateurs, soit d'anciens groupes d'opuscules d'extrême droite radicale. Et c'est ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu couper cette histoire-là. Soyons raisonnables, si vous avez l'occasion de lire mon livre de mémoire, vous saurez que j'étais un résistant à l'âge de 14 ans. Vous le racontez. Puisqu'aussi bien, quand mon père est mort, c'est moi qui ai pris la décision de garder le fusil Lebel et le pistolet à la maison. Et par conséquent, dans ce domaine-là, je ne me suis jamais fait de problème de fréquentation. Quand j'ai créé le Front National, c'était 25 ans après la guerre. Et en effet, pour moi, un homme a une valeur personnelle qui n'est pas liée à ce qu'il a fait toujours. Parfois, s'il a fait des choses affreuses, évidemment, on ne doit pas le fréquenter. Mais si les gens se sont battus pour un idéal, même si ça n'était pas le même que le mien, avec courage, avec détermination, ma foi, je leur pardonne volontiers et je suis prêt à faire l'avenir avec eux. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites que, quelque part, vous avez presque plus d'estime pour le maréchal Pétain que pour le général de Gaulle, parce que vous estimez que le maréchal avait œuvré aussi pour le pays, pour la France. Oui, c'est-à-dire que le maréchal était en France responsable de la vie, de la survie de 40 millions de Français.
alors que le général de Gaulle avait des discours qu'il prononçait, mais tout de même à Londres. C'était plus difficile de résister en France que de résister à Londres, il faut être honnête. Et le vieux maréchal a été traité de façon indigne, je le considère, et j'en veux à ceux qui l'ont fait, parce que ça me paraît pas conforme à notre tradition d'honneur. Pour en revenir à votre fille et votre petite-fille, Jean-Marie Le Pen, comment voyez-vous le retour, en tout cas sur la scène médiatique, de Marion, votre petite-fille? Écoutez, je ne sais pas, Marion a dit qu'elle quittait la politique. Mais elle crée une école pour former des cadres politiques. Et puis, j'apprends qu'elle fait une université politique, en quelque sorte. À Lyon? Espèce de Sciences Po de droite. Je salue l'initiative avec sympathie et j'attends de voir les résultats. Elle prépare son retour en politique, Marion? Elle est très jeune, elle a moins de 30 ans. Elle a été, je crois, la plus jeune députée de l'histoire de France. Par conséquent, elle peut se permettre de prendre un peu de recul. Mais je pense qu'avec le tempérament et les dons qu'elle a, il serait dommage qu'elle n'en fasse pas. Vous lui avez dit récemment, vous lui avez encouragé récemment, Marion, à revenir quand elle le souhaitera en politique? J'ai publiquement fait connaître mon opinion sur ces sujets. Est-ce que, en fait, entre les deux personnes qu'il y a derrière vous, Marine et Marion, évidemment, il y a aussi une différence de ligne politique. Marine Le Pen pense qu'il faut faire l'alliance des souverainistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour l'emporter. Marion semble être plus favorable à une union des droites, qui aille du Front National ou du Rassemblement National, peut-être aux Républicains. Quelle est la bonne stratégie politique? Ça me rappelle « Je t'aime moi non plus Oui. ». Je crois que pour se marier, pour s'unir, pour s'allier, il faut être au moins deux. Peut-être plus, mais au moins deux. Et il semble que jusqu'à présent, il n'y ait pas de grand élan vers cette unité. Donc Marine est toute seule, vous dites aujourd'hui? Pour l'instant, elle me semble seule, oui. Et je crois que ces gestes de bonne volonté n'ont pas toujours l'accueil qu'ils mériteraient, selon elle. Vers Nicolas Dupont-Aignan, notamment. Vous parlez de Nicolas Écoutez, je Dupont-Aignan. pense, dès le début, j'ai pensé que Dupont-Aignan ferait sa propre liste. Aux européennes? Oui, parce qu'il a passé la barre des 5% et il a intérêt à avoir des députés à lui, en quelque sorte. Mon Dieu, tout ça est un peu dérisoire par rapport à l'ensemble des problèmes qui vont se poser au monde, mais c'est ainsi, on est obligé d'en tenir compte. Et donc vous avez l'impression que cette stratégie d'alliance, de rassemblement de Marine est un peu vouée à l'échec? Non, mais écoutez, une stratégie d'union se dessine et s'exécute quand elle correspond aux besoins des unités en question, des partis. Quand c'est clair qu'on ne peut pas gagner autrement, eh bien on le fait. Voilà. Et je crois que ça, pour l'instant, M. Macron occupant les manettes, ça n'est pas d'actualité. Mais ça peut le devenir parce que M. Macron peut très bien connaître des grandes désillusions, comme ont connu avant lui le général de Gaulle avec le RPF, Poujade avec le mouvement Poujade et d'autres. Là, le peuple français, qui est un petit peu comme les dames, souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie. Ça veut dire que vous pensez que Marine Le Pen peut gagner toute seule la présidentielle? Non, mais je pense qu'elle avait une ligne. Si cette ligne correspondait aux vœux du peuple français, si la situation s'aggravait de façon telle qu'il devenait inéluctable que ce soit des idées nationales qui viennent au pouvoir, elle serait arrivée au pouvoir avec le Front National, même seule. Et à ce moment-là, croyez-moi, elle aurait été rejointe par beaucoup de gens. Et dans l'autre cas, celui de Marion Maréchal, est-ce que cette idée d'unir les droites vous semble être une idée politique intéressante à creuser? Marion, c'est un bras de muguet odorant, agréable à regarder et à sentir. Et je pense qu'elle a des capacités remarquables. J'ai beaucoup critiqué le fait qu'elle ne se représenta pas aux élections législatives ayant été élue dans le Vaucluse. Elle devait, selon moi, se représenter et être élue, d'ailleurs, je pense, normalement. Eh bien, je regrette qu'elle ne l'ait pas fait, parce que quand le destin vous déroule devant vous le tapis rouge à 22 ans, eh bien, je crois qu'on n'a pas le droit de marcher à côté. Dernière question sur les deux. Le Front National, c'est un parti, comme le dit Marion Maréchal, de droite, conservateur et libéral sur le plan économique, ou, comme le dit Marine, ni de droite ni de gauche? Écoutez, je crois qu'on en avait donné la définition,
c'était la droite nationale, sociale et, je ne sais plus l'autre terme, et populaire, c'est ça. Il faut rester à ce positionnement. Je crois que oui. Je pense que la gauche a dominé depuis, on peut dire pratiquement, la libération, l'ensemble des institutions, et que le résultat est maintenant connu et n'est pas en mesure de résoudre les problèmes qui vont se poser à la France et à l'Europe. Alors, je pense qu'on peut très carrément se référer aux valeurs nationales qui, elles, conservent toutes leurs forces, comme elles l'ont démontré dans beaucoup d'autres pays du monde. Dernière question avant de passer à l'actualité globale de ces jours derniers, Jean-Marie Le Pen. Comment est-ce que vous recevez ces analyses politiques, un certain nombre d'analyses sur les plateaux, qui disent en fait Jean-Marie Le Pen n'a finalement jamais voulu être président de la République, alors que Marine Le Pen change le parti pour accéder justement à l'Élysée? Non, mais c'est tout à fait faux. Tout parti politique a l'intention d'arriver au gouvernement. Mais avec 18% qui a été mon maximum, on ne peut pas l'espérer sérieusement. Par conséquent, en revanche, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, beaucoup de gens se sont étonnés que je ne fasse pas youpi et criant de joie avec mes amis. Parce que je me suis dit que M. Chirac, n'ayant pas fait 20% des voix, il était possible qu'il y ait une déferlante. Et que si cette déferlante me portait au pouvoir, dans 15 jours, j'aurais à désigner un secrétaire général de l'Élysée, un nouveau Premier ministre, dissoudre l'Assemblée. Et ça me rendait tout de même plus angoissé. C'est vrai. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le refus d'obstacle. C'était pas ça. C'était plutôt. Tout à l'heure, je disais que vous avez fait un refus d'obstacle lors du. Non, c'est pas un refus d'obstacle. C'est une sorte C'était la prise en conscience, de gravité. La prise en conscience d'une possibilité que je devais assumer éventuellement. Alors, on va passer à l'actualité, si vous le voulez bien. Et on va commencer avec la condamnation à la prison à perpétuité pour Mélina Bouguedir. Vous en avez entendu parler certainement, cette Française qui avait été capturée par les forces irakiennes il y a quelques mois et qui était soupçonnée d'avoir mené des activités terroristes. Elle risquait la pendaison. Aujourd'hui, elle a été condamnée par la justice irakienne, donc à la prison à perpétuité. On voit ça avec Alix Doge. On en parle ensuite. L'audience a duré une 50aine de minutes. Comme sur cette photo prise lors de son précédent procès, Mélina Bouguedir était dans une cage en bois, son enfant de 18 mois dans les bras. Devant les juges, la Française dément avoir prêté allégeance à l'État islamique. Ses avocats dénoncent un procès expéditif. Nous allons, nous, de notre côté, avec l'avocat irakien, évidemment entreprendre des démarches qui s'imposent, c'est-à-dire pouvoir aller la voir, que par conséquent, notre confrère courageux irakien puisse aller la voir, puisse enfin consulter le dossier dont vous avez vu pendant l'audience que des morceaux choisis sans doute ont été présentés à Mélina et à ses avocats sans qu'à aucun moment ni les uns ni les autres nous en ayons eu connaissance. La peine de Mélina Bouguedir devrait être aménagée en 20 ans de prison. À la sortie de l'audience, ses avocats ont annoncé qu'elle formera un recours devant la Cour suprême. Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça vous semble une sentence juste et équilibrée, cette condamnation à perpétuité? D'abord, je crois que les mères de familles nombreuses ne devraient pas s'engager dans les guerres. Voilà, je crois. Et que cette dame a pris de très grands risques. Elle les assume aujourd'hui, d'autant qu'ils étaient en partie contre la France, puisque la France était l'allié de l'Irak dans ce combat. Je dois dire que son sort me laisse relativement indifférent. J'ai d'autres soucis que cela. Est-ce qu'il faut qu'elle rentre en France pour purger sa peine? Est-ce qu'il faut que la France fasse quelque chose? Parce que si elle bénéficie du même sort, du même traitement que les pilotes d'air cocaïne, qui ont été condamnés aussi à 20 ans de prison et qui sont pratiquement libérés au bout de quelques mois, je trouve que ce ne serait pas normal. Voilà, je pense que les gens qui ont commis un certain nombre d'actes, pris des responsabilités, qui peuvent être remarquables par certains côtés, eh bien, ils doivent en assumer les conséquences. Alors, la prise de parole du ministre des Affaires étrangères il y a 2 jours, à votre place, sur ce plateau, a fait débat, puisque ce qu'il a dit, qu'on va réentendre, a peut-être joué dans la condamnation de la Française. On écoute. Madame Bouguedir est une combattante. Quand on va à Mossoul en 2016, c'est pour combattre. Et donc elle est jugée sur les lieux de ses exactions, c'est la logique normale. Elle a combattu contre les unités irakiennes, elle est jugée en Irak.
elle est défendue. Nous faisons en sorte que notre consulat suive sa situation, sa détention. Il a eu raison, Jean-Yves Le Drian, de la qualifier de Je ne veux combattante. pas être moins républicain que le ministre. Je crois qu'il a dit assez clairement les choses. Voilà. Il a été très critiqué parce que la justice n'était pas encore passée et qu'il l'a qualifié avant même le procès de combattante. Oui, ça bien sûr, mais écoutez, on accorde beaucoup d'importance aux gens qui sont les alliés de Daesh. On en accorde beaucoup moins, me semble-t-il, aux Français qui se trouvent en difficulté. Alors, on va passer à un autre sujet d'actualité, c'est ce livret de la laïcité que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, va faire distribuer à tous les professeurs de France pour les aider parfois à réagir à des situations un peu embarrassantes, un peu compliquées à gérer. On peut prendre 2 exemples. Par exemple, lorsqu'il y a un doute sur la dispense de natation pour une jeune fille, on peut demander désormais, ou on conseille aux professeurs de demander une contre-visite médicale pour être sûr que ce sont bien des raisons médicales et non pas religieuses qui ont créé la dispense. Est-ce que Oui, il me semble qu'on prend beaucoup de gants pour diriger un pays qui aurait besoin d'une poigne. Et on fait beaucoup de manières, si j'ose dire, pour apparaître démocratique, compréhensif, charitable. La situation va exiger du courage. C'est Churchill, en 1940, qui a dit « Je n'ai à vous promettre que du sang, des larmes et de la sueur ». N'est-ce pas? Mais ce qui nous attend, hélas, c'est ça. Et par conséquent, les affaîtries intellectuelles ou sentimentales ne sont pas de mise, à mon avis, dans la situation actuelle. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron manque de courage sur ces dossiers-là? Je crois qu'il est il veut plaire à tout le monde. Il veut plaire. C'est un démocrate et il souhaite continuer à garder la confiance de ses électeurs. Il est en train de la perdre progressivement, mais les gestes, ce genre de gestes qui plaisent aux médias, qui sont répercutés très largement, sont de nature à vous attirer la sympathie d'une partie du public. Je crois que c'est une manière de gouverner que je conteste. Alors, il y a une autre mesure dans ce livret de la laïcité qui va être distribué à tous les enseignants. C'est l'idée d'autoriser dans les sorties de classe l'accompagnement par des femmes voilées, si tant est qu'elles ne fassent pas de prosélytisme. Avant d'entendre votre réaction, écoutez la réponse de votre fille, Marine Le Pen, tout à l'heure au grand jury. Dans un guide pour la laïcité, commencez par proposer une mesure qui consiste à autoriser les femmes voilées à accompagner les enfants dans le cadre des sorties scolaires. Permettez-moi, mais c'est un renoncement. D'ores et déjà, ce guide commence par un renoncement. Comment voulez-vous que l'on puisse imaginer que ce guide aura la moindre conséquence bénéfique, le moindre début d'application dans les banlieues si on commence par un renoncement de cette taille? Et je suis d'accord avec Marine Le Pen. On est toujours pour les demi-mesures. Le ministre de l'Intérieur publie comme un communiqué de victoire, à la suite de batailles diverses, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Ça n'est pas ça l'objectif. Son objectif, c'est de maintenir l'ordre, quel qu'en soit le prix. On le souhaite le moins lourd possible, mais avoir comme objectif de n'avoir ni mort ni blessé dans une guerre, c'est évidemment être assuré de la perdre. Pour revenir sur l'islam, Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il faut organiser l'islam de France? Est-ce qu'il faut comment financer l'islam de France? Est-ce qu'il faut former les imams? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Et si oui, comment? Je pense en tous les cas qu'on doit s'interdire d'avoir recours à des imams étrangers. Et cela implique donc que les musulmans de France organisent la promotion de leur propre et l'organisation de leur propre religion. Tout ceci se passe, je le rappelle, dans une situation générale d'immigration massive. Ces problèmes ne se poseraient pas avec cette acuité s'il n'y avait pas en sous-sol une immigration massive et en superstructure une religion qui semble bien souvent, il faut le dire, au moins dans ses exercices les plus extrêmes, incompatible avec la démocratie et la République. Enfin voilà, nous sommes dans cette situation. Ce qu'il faudrait faire déjà maintenant, c'est arrêter le flux migratoire. Or, celui-ci ne cesse de grossir. Et il est entré plus d'étrangers dans notre pays sous M. Macron que sous les gouvernements précédents, ce qui n'est pas peu dire. Et il est bien évident que tout ceci finira par la submersion
du peuple français, incapable de se défendre, y compris même aux élections, quand la situation prévue par M. Houellebecq se produira, c'est-à-dire que les élections apporteront à la tête de la France un musulman comme président de la République. Alors malgré ce que vous dites sur l'immigration, est-ce qu'il y a une image quand même qui vous a fait à vous aussi du bien, cette image de Mamoudou Dassama, ce migrant malien, Mamoudou Dassama, le migrant malien qui a escaladé l'immeuble de 5 étages pour sauver un enfant? C'est sympathique. Ça mérite peut-être pas le hourvari qui a été fait tout autour, mais bon, c'est un geste sympathique de la part d'un jeune homme courageux qui essaye de sauver un petit garçon, c'est très bien. Est-ce que vous auriez régularisé sa situation? Qu'il ait été noir ou qu'il Oui, peu importe, mais est-ce que vous auriez régularisé sa situation? C'est un élément favorable. Ça ne doit pas être l'élément unique de sa promotion. Il faut qu'il donne d'autres preuves de son attachement, mais selon moi, les mesures actuelles sont beaucoup trop laxistes. Et je pense qu'il faudrait réduire énormément l'accession à la naturalisation et freiner considérablement l'entrée des étrangers dans notre pays. Mamoudou Dassama, il va sans doute devenir français. Mamoudou Dassama va sans doute devenir français. Pourquoi pas, s'il prouve qu'outre cet acte de courage, il est capable d'un certain nombre de gestes qui démontrent son attachement à la France, pourquoi pas, bien sûr. Alors, on croit qu'il était clandestin quand même. Il était clandestin, tout à fait. On a encore un mot d'éducation, parce que ce week-end, il y a eu à Provins, en Seine-et-Marne, la population a dit oui au port de l'uniforme à l'école, je crois 65% environ. Alors ça ne sera pas un uniforme complètement obligatoire, ça sera un trousseau d'une dizaine de vêtements qui coûtera 145 € aux familles. Vous en pensez quoi? C'est toujours comme chez nous, entre le zig et le zag. Voilà, on veut avoir un uniforme qui ne serait pas tout à fait un uniforme, c'est pas un uniforme obligatoire, facultatif et probablement modulé. Chacun pouvant mettre ce qu'il veut après tout. Un uniforme, moi j'ai connu le temps où on avait d'abord le sarrau noir. Ça ne coûtait pas très cher. C'était un sarrau qu'on mettait par-dessus ses vêtements. Après, au lycée, c'était une espèce de blouse grise, pas très élégante, il faut le dire. Mais ça avait l'avantage de mettre tous les élèves sur le même plan et il n'y avait pas de compétition dans le domaine vestimentaire. Éric Provins compte sur le fait que les parents, donc si cet uniforme n'est pas obligatoire, compte sur le fait que les parents, un peu réfractaires, finalement rentrent dans le moule en voyant les autres enfants avec cet uniforme qui ne sera pas un uniforme à la carte, mais qui sera un vrai uniforme. Oui, moi je souhaite plutôt que les enfants soient mis sur le même pied, de façon que ça permette dans les classes un ordre qui, hélas, n'est pas la règle aujourd'hui, parce que sans un ordre rigoureux lors de l'enseignement, il n'y a pas de possibilité de concentration des élèves, ni possibilité d'acquisition des connaissances, raison pour laquelle ils sont là dans ces classes. Alors, autre dossier, on passe à un autre dossier. Vous avez entendu certainement comme nous cette semaine cette affaire des aides sociales avec le gouvernement qui nous dit peut-être faudrait-il raboter un certain nombre d'aides sociales. Il y a trop d'aides sociales en France, ou en tout cas mal utilisées. On va réexpliquer tout ça avec un reportage et on en parle ensuite ensemble. Anne-Sophie Châtenay. La question n'est pas du tout de savoir s'il y a trop ou pas assez d'aides sociales. La question, c'est de savoir si notre modèle fonctionne, s'il est efficace. Édouard Philippe tente d'éteindre la polémique. Après les déclarations contradictoires de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, le chef du gouvernement rappelle tous ses ministres à l'ordre. La cohérence, c'est la contrepartie de la liberté de ton qui a animé notre séminaire et qui est constante au sein du gouvernement. C'est la solidarité complète dans l'action et la communication pour tenir le cap fixé par le président de la République. L'exécutif insiste, aucune piste d'économie n'est pour le moment arrêtée. Mais certains députés de la majorité rappellent au gouvernement ses engagements. Moi je suis pour que la prime d'activité, on fasse ce qu'on a dit, c'est notre marque, et donc qu'on l'augmente de 50% pour toutes les personnes qui sont de retour au travail ou qui ont des revenus qui le justifient. Nous serons ici au Parlement intraitables sur ce sujet. Marine Le Pen, elle, juge indigne une possible baisse des aides sociales. Ils vont aller une nouvelle fois taper sur les plus faibles, taper sur les plus pauvres, taper sur les plus modestes, en ayant parallèlement fait tous les cadeaux qu'ils ont fait aux plus aisés. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, l'action du gouvernement penche toujours du même côté, celui des plus aisés.
Alors Jean-Marie Le Pen, ces aides sociales qui représentent une grande partie des dépenses de l'État, est-ce qu'il faut les restreindre ou au contraire, comme le dit Marine Le Pen, les augmenter? Nous sommes champions du monde avec 56%, je crois, de prélèvements sur le PIB. Oui. De dépenses publiques. Il est absolument nécessaire, avec une dette de plus de 2000 milliards d'euros, il est absolument nécessaire de remettre de l'ordre dans la maison. Cela étant, on fait des propositions toujours, un coup je te vois, un coup je te vois pas, on va essayer de faire ça gentiment si c'est possible. Eh bien non. Il est bien évident qu'avec 5 500 000 fonctionnaires, nous avons un appareil d'État beaucoup trop lourd et qu'il faut trancher. Et ceci demande un courage, je dirais même un héroïsme politique dont je crois M. Macron incapable et dont je ne suis pas sûr que les Français soient aptes à le supporter. Car je crois qu'il faut réformer la France. Alors si vous dites qu'ils ne sont pas aptes à le supporter, les Français sont relativement irréformables. Tout le monde est d'accord pour la réforme, à condition que ce soit chez le camarade. Mais, voilà. alors il faut faire quoi? Vous feriez quoi? Vous auriez fait quoi pour que les Français... Pour l'instant, je ne suis pas au gouvernement. Non, mais si vous l'aviez été... Parce que c'est pas ce genre de problématique que vous avez vu que votre fille Marine Le Pen, elle est plutôt pour qu'on augmente les aides sociales, en tout cas qu'on ne les diminue pas. Donc elle n'est pas sur cette ligne-là. Oui, non, mais je pense que ça n'est pas dans des dépenses. Peut-être faut-il mettre de l'ordre dans les dépenses sociales. Peut-être faut-il mettre de l'ordre dans la sécurité sociale. C'est possible et probable. Mais je pense que le premier secteur auquel on doit s'attaquer, c'est la fonction publique, c'est le nombre des fonctionnaires qui, selon moi, est excessif par rapport à notre population. On voudrait votre avis aussi, Monsieur Le Pen, sur la politique protectionniste de Donald Trump, sur cette histoire de droits de douane, qui concerne notamment l'acier et l'aluminium. Donald Trump a dit cette semaine, puisque je vais appliquer ma promesse de campagne, en fait c'était une promesse de campagne. On écoute la réaction d'Emmanuel Macron, vous nous dites après ce que vous en pensez. Écoutez, là c'est la Je déplore la décision américaine. Elle est non seulement illégale, mais c'est une erreur à plusieurs égards. C'est une erreur parce qu'elle répond à des déséquilibres mondiaux, internationaux, qui existent de la pire des manières, c'est-à-dire en fragmentant et en faisant du nationalisme économique et commercial. Le nationalisme économique qui mène à la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30. Le nationalisme mène à la guerre comme dans les années 30. Est-ce qu'à force de... Mais ça, je n'y crois pas du tout. Ça, c'était la formule de François Mitterrand au Parlement européen. Ça, le nationalisme, c'est la guerre. Je n'y crois pas. Il y a beaucoup d'autres raisons qui provoquent la guerre, et en particulier les rivalités économiques, et sociales ou autres. Mais ce que je crois, c'est que notre avenir est lié à la solution d'un certain nombre de problèmes clés. Ceux-ci doivent passer en super priorité par rapport à tous les autres. Et le problème clé de notre pays et de l'Europe, c'est l'immigration massive, consécutive à l'explosion démographique du tiers-monde, dont les gens n'ont pas encore pris conscience, sauf peut-être quelquefois dans le métro ou dans certains wagons du RER. Mais concernant Donald Trump, est-ce que c'est lui qui a raison, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, Donald Trump, lui, il ne prend pas de gants. Il a défini une politique, il l'applique. Il avait dit qu'il reconnaîtrait, qu'il mettrait son ambassade en Israël, à Jérusalem. Il l'a fait, parce qu'il l'avait dit. Il a dit qu'il procéderait à la défense d'un certain nombre de secteurs économiques américains par rapport à la concurrence mondiale. Eh bien, il le fait. Il a raison. Eh bien, que nos gouvernements en fassent autant, après tout. Et vous croyez que si on met des droits de douane pour répondre à ce Donald Trump, ce n'est pas une escalade de protectionnisme? On risque peut-être une escalade, oui, en effet, mais ça mettra peut-être M. Trump devant ses responsabilités à ce moment-là. Peut-être un mot aussi, Jean-Marie Le Pen, de ce gouvernement de coalition en Italie, avec le gouvernement de Giuseppe Conte, avec l'alliance de populistes de droite et de populistes de gauche. Est-ce que vous souhaitez bon vent à ce gouvernement? Est-ce que vous pensez que c'est dans ce sens-là que l'Europe doit aller? Et s'ils ont trouvé les éléments d'un programme commun, je crois qu'il faut respecter la règle démocratique. Et je suis tout à fait hostile à l'attitude qu'avait prise le président de la République italienne, essayant d'imposer un président du Conseil qui soit en dehors des partis politiques en question. Alors justement, on va écouter Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout de votre avis. Voici ce qu'il disait il y a quelques jours. Justement, il encourageait le président italien Mattarella. Écoutez-le. Dans cette période, je veux simplement redire
Et justement, compte tenu de cela, mon amitié et mon soutien au président Mattarella, qui a une tâche essentielle à mener, celle de la stabilité institutionnelle et démocratique de son pays, qu'il fait avec beaucoup de courage et un grand esprit de responsabilité. Alors, il pensait pas comme vous. M. Macron est un haut fonctionnaire, n'est-ce pas? Par conséquent, il n'est pas hostile à ce que des hauts fonctionnaires occupent des postes à un certain moment par priorité à l'élément démocratique. En l'occurrence, il se trouve qu'il y a eu des élections en Italie. Ces élections ont eu un résultat. Les partis ont réussi à se mettre d'accord pour faire un programme de gouvernement. On doit les laisser prendre leurs responsabilités. Et puis on va bien voir. Très probablement, si ça ne marche pas, eh bien on retournera aux élections. Bien, merci beaucoup Jean-Marie Le Pen. Vous restez avec nous puisqu'on a quelqu'un à vous présenter. Je crois que vous l'avez croisé en coulisses tout à l'heure. C'est Cécile de Ménibus pour son interview inattendue. Bonsoir, Monsieur Bonsoir Le Pen. Cécile. Bonsoir. Allez-y, c'est à vous. Monsieur Le Pen, je vais être franche avec vous. Depuis des années, j'entends des choses sur vous, je lis des choses sur vous, je vous entends, et j'ai un tout petit peu de mal à comprendre le personnage. Ah bon? Oui. Énigmatique. Énigmatique. Ce qui est sûr, c'est que qu'on vous combatte ou qu'on vous soutienne, vous êtes une personne qui ne laisse pas les gens indifférents. Donc je vais essayer de cerner un petit peu votre personnalité en vous posant quelques questions. La première est, êtes-vous un ami sincère? Oui, je pense. Vous savez, j'ai servi comme officier de parachutiste dans une unité qui s'appelle la Légion étrangère, dont la devise est honneur et fidélité. Et j'ai essayé d'impliquer ces deux notions principales dans ma vie publique. Je crois d'ailleurs qu'il m'est reconnu d'être un homme loyal, droit, aussi bien vis-à-vis de mes amis que vis-à-vis de mes adversaires. Et je n'ai pas beaucoup de... Enfin, je crois pas grand-chose à me reprocher sur ce plan-là. Mais est-ce qu'il n'est pas difficile aujourd'hui d'assumer son amitié avec Jean-Marie Le Pen? Bah écoutez, oui. Je pense que j'ai quand même beaucoup d'amis. Non, mais est-ce que pour un ami à vous, c'est pas difficile d'assumer en public votre amitié avec vous? Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faut poser la question. Parce qu'il y a beaucoup moi, quand j'ai un ami, quelle que soit la réputation qu'il ait, si je l'ai choisi comme ami, c'est que mes critères sont considérés par moi comme supérieurs à ceux des autres, et j'y suis fidèle. Et par conséquent, je crois qu'il en est ainsi de beaucoup de gens. Et vous seriez étonné d'ailleurs de voir la sympathie et la popularité que j'ai dans certains milieux qui apparemment sont très éloignés, comme ceux de la diversité. Bon, est-ce que vous êtes un bon père? Écoutez, j'ai fait 3 filles, j'ai 9 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes un bon père. J'ai fait ce que j'ai pu, d'autant que j'avais une maîtresse qui était exigeante, c'était la politique. Non, c'est sûr. Non, mais est-ce que, sincèrement, vous vous dites, je me suis bien occupé de mes enfants, je les ai bien éduqués, est-ce que vous êtes un véritable bon père aimant? Écoutez, je pense que mes enfants étant des filles, leur éducation reposait, comme c'est la tradition chez nous, plutôt sur la maman que sur le papa. Voilà. D'autant que le papa était en quelque sorte au large en train de gagner le pain de la maison, si j'ose dire. Et si, je pense que, bon, malgré nous avons eu nous-mêmes notre part de petits malheurs matrimoniaux ou familiaux, mais malgré tout cela, je pense que les filles Le Pen ont reçu une éducation, donc elles sont responsables de leurs actes, parce que ce qui leur a été donné me paraît conforme à ce qui leur était dû. Est-ce que vous avez été trop entêté? Trop entêté? Tête brûlée? Ah, je suis breton, vous savez, alors je suis tenace, mais on dirait plutôt persévérant. Je ne me laisse pas abattre très facilement par l'adversité. Je me laisse convaincre éventuellement par des raisonnements qui me paraissent utiles et justes. Mais je n'ai pas particulièrement le sentiment d'être entêté. Mais il est vrai que les gens qui ont de la détermination passent en France pour des gens entêtés. Et vous êtes capable de changer d'avis, ça veut dire? Oui, éventuellement, ça m'est arrivé. Vous êtes arrivé. 1 ou 2 fois. Est-ce que, attention à cette question, est-ce que vous avez été un sale type? Est-ce que j'ai été un sale type? Un sale type? Ouais. Ah, je crois pas.
Jamais? Je crois pas. Alors je crois que mes adversaires m'ont affublé d'un certain nombre de réputations. Et vous leur avez bien rendu? Plus ou moins favorables. Ouais. Mais je n'ai jamais entendu cette expression de sale type. Non, je crois pas du tout. Je pense que des raisons souvent fausses sont données au combat contre moi, mais il n'y a pas celle-là. Eh bien justement, est-ce que vous êtes incompris? Est-ce que vous êtes incompris? Incompris. Est-ce que vous avez été incompris? Un incompris. Oui, sans doute, parce que je n'ai jamais eu à ma disposition un appareil de diffusion de la pensée qui me permette de m'expliquer largement. Je n'ai jamais été une vedette de la télévision ni de la radio. Je n'ai pas eu de journal, mais c'est même extraordinaire d'ailleurs. Le Front National est le seul, avec Marine Le Pen, le seul parti politique au monde qui n'a pas de journal, ce qui est quand même une gageure. Moi, j'avais 2 journaux, je m'exprimais dans leurs colonnes. Écoutez, je faisais ce que je pouvais. Et vous vous exprimez sur votre blog aussi, maintenant? Ah oui, absolument. Mais je dois vous dire que je ne suis pas peu fier d'un record que j'ai de retweets, de 11 000 retweets, sur un tweet sur Gaza, d'ailleurs. Vous avez dit dans une interview, maintenant que j'ai atteint un certain âge, puisque vous allez avoir 90 ans le 20 juin, je suis bien obligé de m'imaginer que je suis mortel et que je vais disparaître. Est-ce que vous avez peur de la mort, et de la vôtre en l'occurrence? Et je l'ai rencontré en certaines circonstances. J'ai essayé de l'éviter autant que faire se pouvait. Et il est bien évident que quand on atteint mon âge, la perspective se rapproche, si j'ose dire. Hein. Mais est-ce que vous avez peur? Celle de Nunc Dimittis. Mais nul ne connaît ni l'heure, ni le jour. Par conséquent, on ne peut pas être sûr, même quand on n'a pas 90 ans, qu'on sera là demain ou après-demain. Et par conséquent, c'est notre destin commun. Et je dois dire que c'est une question qui me pose de sérieux problèmes, bien sûr. Mais vous avez plus peur de votre mort ou d'une éventuelle mort médiatique ou politique? Non, j'ai pas peur de la mort. Enfin, peur de la mort, oui. J'ai peur de la mort, je ne l'accepte pas. Je souhaiterais vivre plus longtemps. Je trouve que la vie est courte, trop courte. Mais je connais bien le premier vers de l'Office des morts. Homo natus de muliere brevi vivas tempore. L'homme né de la femme a une vie brève. J'étais donc averti dès mon enfance. J'ai su cela. Et j'ai été dans des endroits où, ma foi, la mort rôdait assez méchamment. Mais c'est une question de chance, après tout. J'ai fait mon parcours. Il sera celui qui a été choisi par le Très-Haut. Alors, vous avez dit que sur votre tombe, vous vouliez ne mettre que votre prénom. Pourquoi? Parce que vous avez honte de votre nom de famille? Parce que c'est la tombe de la famille Le Pen. Oui. Alors je pense qu'en ce qui me concerne, comme je suis quand même le plus célèbre pour l'instant, des gens qui sont susceptibles d'aller dans ce caveau, j'avais pensé un petit peu comme José Antonio, mettre Jean-Marie. Voilà. Mais vous mettrez Jean-Marie ou Jean? Parce que Jean-Marie. Votre prénom de naissance, c'est Jean. Non, c'est Jean-Marie Louis. Je croyais que vous aviez rajouté Marie à un moment donné. Non, c'est Jean. Marie Louis. Ah, mais vous avez collé, prénom. c'est votre deuxième prénom. Vous en avez fait un prénom composé. Je n'ai pas changé de prénom. J'ai divisé mon prénom comme je souhaitais qu'il dû l'être. Pourquoi vous avez rapproché les deux, Jean et Marie? Parce que je trouvais que Jean et Marie se compensaient l'un l'autre et que l'élément féminin, maternel de la Vierge Marie compensait ce que Jean, aussi bien le baptiste que l'évangéliste, pouvait avoir de conquérant. À quoi vous pensez le soir quand vous vous couchez, Monsieur Le Pen? À quoi vous pensez le soir quand vous vous couchez? Vous faites le bilan de votre vie? Oh non, je lis. Généralement, c'est le moment où j'ai la possibilité de lire. Je crois que le drame de notre temps, c'est que les gens n'ont plus le temps de lire. Alors moi, j'ai la chance, si vous voulez, d'avoir une petite phase d'endormissement qui nécessite la lecture. Et quelquefois aussi une insomnie. Donc j'en profite pour lire soit des livres sérieux, soit des romans policiers. Je suis un grand amateur de romans policiers. Et à quel moment vous écrivez le second tome de vos mémoires? Parce que le premier est sorti en février dernier. Non, il est sorti au mois de mars. Mars. Et le second sortira l'an prochain? J'espère. Vous l'avez terminé? Pas encore? Vous en êtes où? Comment? Vous en êtes où dans la rédaction du deuxième tome? Je m'attache.
je m'efforce. C'est un travail qui demande une grosse documentation, beaucoup de vérification, de contrôle, parce que ça se déroule quand même sur 45 ans. Et ces 45 ans sont l'histoire du Front National, mais aussi l'histoire de France et du monde. Et par conséquent, comme homme politique, j'ai été amené à prendre des positions. J'ai été, il faut dire la vérité, persécuté par mes adversaires. J'ai donc eu beaucoup de procès, beaucoup de... Vous en avez perdu un certain nombre d'ailleurs. Hein. Pardon ? Vous en avez perdu un certain nombre. Ah, j'en ai gagné beaucoup plus que j'en ai perdu, c'est vrai. Mais quand je gagne, j'ai 1 euro de dommages-intérêts. Quand je perds, c'est 10 000. Quand ça n'est pas plus. Si vous permettez, Monsieur Le Pen, je vais revenir justement sur ce que vous disiez. Marine Le Pen déclare en 2015 que la provocation est votre stratégie, et vous avez dit la polémique est positive pour le mouvement. Donc vous parliez justement de procès, et j'ai listé en fait toutes les infractions pour lesquelles vous avez été poursuivi et pour la plupart condamné. Et si vous permettez, je vais les lire. Apologie de crimes de guerre, banalisation de crimes contre l'humanité, consentement à l'horrible, provocation à la haine, discrimination et la violence raciale, antisémitisme, trouble à l'ordre public, diffamation, injure publique, coups et blessures. Il n'y a pas égorgement de bébé, viol de vieille dame, non. Non, c'est ce qui... cette affaire, puisqu'on fait la liste. Non, mais c'est ce qu'il y avait. Ça, c'est la liste des incriminations. C'est ce que me reproche le parquet. Bien sûr. Le parquet aux ordres du gouvernement. Oui. Et bien sûr, dûment relayé par les médias sympathisants à la cause dit celui. Bon. Non, mais c'est pas ça. Vu comme ça, effectivement, c'est extrêmement... Je ne me reconnais dans aucune de ces incriminations. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, j'ai été sans doute l'un des plus jeunes résistants de France. J'ai été un officier français. J'ai le titre de président d'honneur dans les 2 organisations que j'ai présidées, aussi bien l'Association des étudiants en droit de Paris que le Front National. Et par conséquent, je trouve ces incriminations absolument criminelles de la part du parquet. Il n'y en a aucune qui est vraie, en fait. Pardon ? Il n'y en a aucune qui est vraie. Il y en a certaines pour lesquelles vous avez été condamné quand même. Je me reconnais dans aucune de ces incriminations, dont l'excès, évidemment, est frappant. Parce que dès que vous êtes en désaccord avec le gouvernement, vous êtes censé appeler à la haine et à la violence. C'est absurde. Mais ce que veut dire, je vais aller ces jours-ci, j'ai un procès d'homophobie. Parce que j'ai dit un jour, je crois... les homosexuels, c'est... Il y en a un peu, mais pas qu'il y en a trop. C'est comme le sel dans la soupe. Quand il y en a pas du tout, c'est un peu fade. Mais quand il y en a beaucoup, c'est imbuvable. Bon. Et je suis poursuivi par le parquet, qui n'a pas autre chose à faire vous comprenez que ça pour maintenir l'ordre en France que de poursuivre un député ancien et de longue date sur un sujet comme celui-là. Est-ce qu'il y a dans cette formule le moindre appel à la haine ou à la violence ? Vous ne comprenez pas que ça puisse blesser, ce genre de formule ? Jean-Marie Le Pen, vous ne comprenez pas que ça puisse blesser, ce genre de formule ? Mais écoutez, la vie, c'est ça. Enfin, on ne vit pas dans un cocon. Je suis un homme public. Je suis payé pour parler, moi. Et je parle, je dis ce que je pense. Vous avez une parole qui porte. Parce que vous êtes un homme public. Bien sûr que j'ai beaucoup d'amis homosexuels. Aucun d'entre eux ne s'est senti outragé par cette formule, croyez-moi. Mais il y a beaucoup d'homosexuels qui sont mal à l'aise aujourd'hui dans la vie et qui aimeraient qu'on les considère oui, c'est leur problème. Si vous voulez, moi, mais vous pouvez pas dire ça tout le temps. Je ne peux pas porter toute la misère du monde sur mes épaules. J'ai déjà assez de porter la mienne. Alors, je m'exprime. On peut aimer ou détester ce que je dis. On peut me combattre, c'est loyal. On n'a pas le droit de me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes, ni de déterminer des incriminations qui sont fausses ou excessives. Oui, mais est-ce que justement, et ça c'est une vraie question, quand on est représentant ou un responsable politique, et justement, il y a des phrases ou des choses qu'on ne peut pas dire. Ah bon ? Oui, est-ce qu'il faut faire quand même attention à son discours ? Ah ben je ne crois pas, je ne suis pas du tout de cet avis. D'accord, vous pensez que je pense que notre pays manque de liberté, il manque de vérité, il manque de courage, alors que les épreuves que nous allons connaître, elles, ne nous feront aucun cadeau. Et qu'on sera très surpris, le peuple français va être étonné de devoir faire front à une réalité imprévue par lui, parce qu'elle n'a pas été annoncée par les gens qui étaient chargés de le défendre et qui le cocoonaient alors qu'ils auraient dû lui dire la vérité.
Quand vous avez commencé votre carrière, vous imaginiez quoi? Marquer l'histoire de quelle manière? Je n'ai pas commencé de carrière. Si, vous avez commencé une carrière politique. Je suis, écoutez, Vous avez été candidat. Vous avez été candidat quand même. J'ai été candidat, j'en revenais d'Indochine, où nous avions subi une lourde et cuisante défaite, humiliante. Et je vais être grossier, j'avais très envie de leur cracher à la gueule. Et pour ça, je me suis présenté aux élections. Et j'ai rencontré à ce moment-là Pierre Poujade, avec certains de mes camarades, qui a dit écoutez, il y a une autre manière que de faire une candidature de protestation. Je vous offre une place sur ma liste. Et vous aviez été député. Tête de liste à Paris avec Roger Sauvage, un Martiniquais qui était pilote de Normandie-Niemen. Ça a été mon premier combat électoral, mon premier combat politique. Mais vous avez quand même fait... J'ai dû dire un certain nombre de grossièreté dans ma vie politique. Vous savez, j'ai été marin-pêcheur, j'ai été mineur de charbon, j'ai été officier de parachutiste à la Légion. Bon, je ne suis pas un enfant de cœur qui vient devant vous. Non, mais vous auriez pu vous adoucir avec les années, Monsieur Le Pen. Qui s'est battu loyalement et pour son pays. Je suis fils d'un mort pour la France et par conséquent, je suis pupille de la nation, je suis fier de l'être et je pense que ce sont ces valeurs-là qui ont guidé ma vie. Je n'en ai pas honte, je le dis franchement. En fait, si je vous écoute bien, vous n'avez jamais tort. Vous avez toujours raison. Vous n'avez jamais tort. Si je ne pensais pas que j'ai raison, je me retirerais à la trappe et je prierais pour le salut de mon âme. Bien évidemment, j'ai la faiblesse de croire que sur un certain nombre de sujets, j'ai raison, parce que j'ai une longue expérience de la vie. J'ai vu beaucoup de choses et que j'en ai tiré un certain nombre de conclusions qui n'est pas inutile de faire partager à mes compatriotes. Mais il y a bien des sujets. C'est ma manière d'être. Je n'ai pas fait. Oui. Madame, si j'avais fait une carrière, j'aurais au moins une fois été ministre. Quand on voit ceux qui l'ont été, je suis sans complexe. Et vous n'avez jamais de regret, justement, quand on voit ces écarts de langage, parfois? Est-ce que vous ne dites pas, je suis allé trop loin par provocation? Non, mais pourquoi? Quel écart de langage? Parce que j'ai dit, je ne le vois pas, j'ai été condamné sur des choses. On va pas en refaire la liste. Sur des jeux de mots notamment qui ont fait quand même le tour. J'ai fait un jeu de mots. Oui. Du rafour crématoire. Oui. À un monsieur qui avait dit qu'il fallait exterminer le Front National. Oui. Ça me paraît faire partie du combat politique. Ça, c'est rien de scandaleux. Vous avez dit ce jour-là, j'ai dépassé la ligne rouge. Quand vous dites ça, mais vous quelle dites ligne rouge? Et qui trace la ligne rouge? Je serais bien curieux de savoir. La morale. Quelle est l'autorité morale qui dit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire? Nous sommes dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité. On se revendique de la Révolution française et on fait ça avec des airs de petites dames. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord, à l'inverse, qu'on vous dise des choses qui ne vous plaisent pas, d'aller très loin avec vous? Si. C'est-à-dire que vous êtes d'accord à l'inverse, si vous pouvez aller très loin dans le discours, qu'on vous dise des choses qui ne vous plaisent pas? Écoutez, c'est un combat d'égal à égal, on est d'accord? On a dit des choses affreuses sur mon compte. C'est vrai. Et vous parliez des procès. J'ai fait beaucoup de procès en diffamation. Je les ai pratiquement toujours gagnés, soit contre des hommes politiques, soit contre des journalistes, soit contre des kidams. Bon, par conséquent, je ne me suis pas laissé faire. Je me suis battu pour mon honneur, celui de ma famille politique. Quand je me regarde, quand je me rase, ce que je me rase le matin, c'est-à-dire ma participation à l'égalité homme-femme, moi. C'est à la campagne, je me rase le matin, eh bien je me regarde et j'ai pas honte de moi, je le dis franchement. De rien? Non. Mais il y a bien un truc sur lequel vous pouvez faire des... Non, j'ai certainement commis des fautes, des erreurs. Mais probablement. Il y a quand même des petits mea culpa que vous pourriez faire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un ange. Je le reconnais. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un regret? Si je ne le reconnaissais pas, on me le rappellerait au coin de la rue. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui? Oui, j'ai un regret. De ne m'être pas présenté à l'élection présidentielle de 65. Car je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Pourquoi? Malheureusement, je me suis effacé devant quelqu'un d'autre et le résultat n'en a pas été très favorable. Et est-ce que vous avez un jour, pas regretté de faire de la politique, mais est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, bon là,
Stop, ça va trop loin, je suis trop attaqué. Vous disiez vous-même tout à l'heure, vous étiez très attaqué. J'ai plus envie d'aller au combat. Est-ce que vous avez eu envie un jour de lâcher tout ça, de lâcher la politique et de partir dans le privé, de faire autre chose? Non. Jamais? Je suis une bête de combat. On obéit à sa nature. Et j'ai un certain nombre de convictions. Je pense que j'ai des moyens pour les défendre. Par conséquent, je vais jusqu'au bout de ce que j'estime être mon devoir, qui correspond, il faut bien le dire, un petit peu aussi à mon tempérament. Je ne fais pas que des choses que je me force à faire. Je me laisse quelquefois aller à mes propres sentiments. Et d'ailleurs, si vous voulez lire mes mémoires, vous verrez que le personnage que vous y découvrirez est assez différent de ce que vous avez pu lire de moi dans la presse. Déjà, on en découvre ce soir grâce à Cécile. Vous qui dites adorer les femmes, on vous a assez peu entendu sur les mouvements Balance ton port et MeToo. Vous en pensez quoi? Sur les mouvements Balance ton port et MeToo. La dénonciation justement de du l'excès. harcèlement sexuel ces derniers mois. Oui, je crois que c'est un petit peu la mode maintenant. Hein. C'est là on dénonce le viol, tout ça, et malheureusement, elle doit être réprimée. L'éducation doit former les gens au respect des uns et des autres, et en particulier des femmes. Mais je ne suis pas non plus un féministe, c'est-à-dire je ne crois pas à l'authenticité du mouvement qui obligerait les hommes à cesser d'être ce qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Vous voulez dire que vous êtes contre l'effet inverse, en fait, que ça prenne une proportion d'effet inverse. Mais si au sein du parti, lorsque vous étiez patron chef de parti du FN, est-ce que si vous aviez vu quelqu'un au sein de vos rangs avoir une attitude délétère vis-à-vis d'une femme, est-ce que vous auriez réagi? Bien sûr. Je lui aurais peut-être foutu mon poing dans la gueule. Ça vous est arrivé? Vous avez été confronté à ce genre de situation au sein du parti ou ailleurs Il m'est arrivé tellement de choses dans ma vie, chère madame, qui ne sont pas toutes d'ici, dans les salons du 16e arrondissement. C'est vrai, je suis tel que je suis. Encore une fois, on aime, on n'aime pas. Alors, dans votre livre, j'ai une phrase qui m'a un peu surpris, que vous avez expliqué sur le rapport aux femmes. Vous dites « Je préfère une paysanne mère de 6 enfants qu'une polytechnicienne sans enfants ». Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baisse de la natalité dans notre pays est un phénomène qui est nationalement mortel pour l'ensemble de la collectivité nationale. Et qu'il est nécessaire qu'il y ait un encouragement donné à la famille. Et je pense que les femmes, dans leur conquête de l'égalité sociale avec les hommes, ne doivent pas oublier qu'elles ont une mission fondamentale, sacrée, supérieure, qui est celle de transmettre la vie. Mais on ne peut pas réduire les femmes à cette mission de reproduction. Une polytechnicienne peut honorer aussi son pays par le talent qu'elle y apporte. Elle pourrait aussi avoir 3 enfants, après tout. Quand je dis une polytechnicienne sans enfants, ça veut dire qu'elle a choisi sa carrière plutôt que sa famille. Alors, il y a un certain nombre de gens qui sont capables d'assumer les 2 responsabilités qui sont écrasantes. Je reconnais, parce que je suis le fils d'une veuve. J'ai eu 3 filles. Je connais donc les problèmes féminins. Et je sais très bien que les femmes font 2, 3 métiers qui ne sont pas toujours reconnus comme tels. Et elles ne sont pas toujours ni respectées ni récompensées pour cela. Et ça veut dire qu'une femme ne peut pas être carriériste? C'est pas bien chez vous. Une femme ne peut pas être carriériste. Elle peut être carriériste, elle peut être trapéziste, elle peut être skieuse, elle peut être des tas de choses. Et encore une fois, je crois qu'elle ne doit jamais oublier que la femme, dans notre société, dans notre monde, a une mission supérieure à toutes les autres, qui est la transmission de la vie, c'est-à-dire de faire des enfants. Vous savez, M. Erdogan a dit l'autre jour, vous savez, la famille turque, ça n'est pas 3 enfants. C'est 5 enfants au moins. Je ne vais pas jusque-là. Ils ont du boulot, mais je ne vais pas jusque-là. Mais j'ai une grande estime et un grand respect pour les familles nombreuses qui s'astreignent en effet à l'éducation, à la survie de leur famille. Et ce sont eux qui nous sauvent. Car nous sommes en train, les uns et les autres, tous les pays européens sont en déficit démographique. Par conséquent, condamnés à échéance, à disparaître, à être submergés
par les vagues de pays où, en effet, on a 10 enfants, 15 enfants. Autrefois, on avait en Afrique 18 enfants. Il en mourait 16 et il en survivait 2. Maintenant, il en meurt 2, il en survit 16. Et l'augmentation est considérable et nous n'avons rien fait, ni eux non plus d'ailleurs, pour essayer de prévoir cette situation. Moi, je l'ai prévu il y a 30, 40 ans, mais je suis passé à ce moment-là pour un excessif, raconteur d'histoire, qui nous raconte ces histoires de... Mais oui, c'est moi qui avais raison. Et actuellement, les gens disent, dans le fond, Le Pen avait raison. C'est une bonne nouvelle. Dernière question, vous me répondez par oui ou par non. Est-ce qu'un jour vous direz à vos enfants, aux gens que vous avez blessés et aux gens que vous avez choqués, pardon, je regrette? Oh, je suis choqué, oui. Oui, je regrette d'avoir choqué, ou je regrette d'avoir fait de la peine à un certain nombre de gens, de leur avoir fait involontairement du tort, mais je me suis toujours efforcé de rester dans la règle, que je dirais très largement chrétienne, de la charité, de la loyauté, de l'honnêteté. On pourrait assister à une réconciliation au sein de la famille Le Pen? On pourrait assister à une réconciliation au sein de la famille Le Pen? Vous la souhaiteriez? J'ai donné de nombreux tests de ma volonté dans ce sens. Maintenant, encore une fois, c'est comme pour se marier, il faut être deux. C'est une blessure pour vous aujourd'hui? C'est une blessure pour vous aujourd'hui? J'ai l'âme couturée, cher monsieur ici. J'ai l'âme couturée. Mais, ma foi, j'assume. Voilà. C'est un appel du pied à Marine Le Pen, ce que vous êtes en train de dire? C'est un appel du pied à Marine Le Pen, ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que c'est un appel du pied? Je suis un peu sourdaille. Oui. Est-ce que c'est un appel du pied à Marine Le Pen, ce que vous êtes en train de dire? Je ne sais pas si ça va lui faire de la peine. Non, un appel du pied. Est-ce que vous êtes en train de lui dire Mais oui, mais enfin, écoutez, je souhaite être dans les meilleurs rapports avec mes contemporains et bien sûr avec les plus proches, avec ceux de ma famille, j'ai de très bonnes relations, alors ce dont je suis très fier, avec mes 9 petits-enfants. Les grands-pères et les 9 petits-enfants s'entendent très bien. C'est un peu moins bien du côté un petit peu au-dessus, mais pour le... Voilà, si vous voulez, j'ai de grandes capacités affectives, mais il y a des limites que je ne franchis pas non plus, voilà, c'est tout. Merci, Bien. monsieur Le Pen. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen. Merci On se infiniment. retrouve dans quelques instants suivi. pour un débat autour justement de l'héritage de Jean-Marie Le Pen et des politiques différentes voulues par Marine et Marion Maréchal. À tout de suite avec nos débatteurs. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen.